Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Nous ne payerons pas les taxes que les banques les payent, scandent les manifestants libanais qui sont dans la rue pour la 7e journée suite à la mise en place d'une taxe sur les communications WhatsApp. Vous savez, le réseau social. Alors depuis, cette taxe a été retirée. C'est un slogan qui fait écho à d'autres mouvements dans le monde, au Chili, en Équateur. Réaction à la pression fiscale, dénonciation de la corruption, spontanéité sont autant d'éléments communs à tous ces mouvements, même si évidemment ils se déroulent dans des pays très dissemblables. Et pour évoquer la situation libanaise, nous sommes en compagnie d'Ishaq Diwan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à la chaire de socio-économie du monde arabe à Paris Sciences et Lettres et vous avez publié un ouvrage aux presses universitaires d'Oxford intitulé Crony Capitalism in the Middle East, qu'on pourrait traduire par un capitalisme de copains et de coquins. Enfin, ça, c'est sous-entendu, les copains et les coquins. Et c'est une bonne entrée en matière parce que finalement, il faut nous expliquer, Ishaq Diwan, comment est venue dans l'esprit du gouvernement libanais cette taxe sur WhatsApp. Bon, l'État libanais est très endetté, fait face à des difficultés financières et s'est habitué à passer un peu le poids de son inefficacité dans des taxes qui touchent surtout les classes populaires. Les taxes chez nous ne sont pas du tout appliquées sur les riches, elles ne sont pas proportionnelles. Et je crois que la rue, les jeunes, les gens qui étaient déjà en colère, il y avait cette colère sous-jacente, cet axe supplémentaire sur des réseaux que tout le monde utilise a fait exploser la colère. Il y a un adjectif qui a été utilisé auparavant avec le Liban, un néologisme, la libanisation. On considérait que c'était la désunion. Là, pour une fois, le Liban est uni. Oui, enfin, je crois qu'on peut commencer un peu par écouter les gens, parce que c'est ce qui se passe, c'est extrêmement touchant. Le premier jour, les jeunes ont occupé les places, commencé à couper les rues, les télés se sont installées, et puis on a vu des files de gens se former qui voulaient exprimer leurs doléances. Le mal de vivre, les difficultés économiques, la difficulté de mettre les enfants à l'école, d'acheter les médicaments pour la grand-mère, et puis ce refrain qui revenait, l'obligation d'émigrer, de quitter, plutôt que de pouvoir travailler sur place, de s'accomplir sur place. Et les Libanais s'écoutaient parler, et le mouvement s'est étendu dans des villes où on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'ils s'étendent, parce que c'est des villes où c'est dangereux de s'exprimer contre le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le pouvoir est fait d'une coalition de forces communautaires où certaines, disons, répriment leur population plus que d'autres. Donc on ne s'attendait pas à ce que ces mouvements s'étendent au nord, à la Beka, au sud, fief de Hezbollah, entre autres. Et puis donc les Libanais se sont écoutés parler. Et je crois, au deuxième jour, on a vu là des familles avec des enfants descendre. Bientôt, il y avait 1 million de personnes dans la rue. Ce qui est énorme, le pays est 4 millions, c'est au moins 25% de la population, qui exprimaient tous les mêmes doléances. Et donc, dans cette souffrance est née, si vous voulez, les gens se sont reconnus comme individus et non plus comme faisant partie d'une communauté. Et une révolution, en fait, s'est accomplie avec les jours, qui peut mener ou pas à une solution tout de suite. Mais cette révolution, c'est vraiment la découverte d'une nouvelle identité nationale, basée sur les individus et qui rejette complètement le système qui les gouverne. Le slogan, au final, c'était « Tous, c'est vraiment tous ». Il faut que tous quittent. C'est un rejet d'un système. Mais alors ça c'est quelque chose de très nouveau, parce qu'il faut que vous nous présentiez, Ishaq Diwan, ce qu'est le Liban. C'est un pays qui est dirigé par des partis confessionnels. Les partis confessionnels sont absolument traditionnels au Liban. Et puis, dans les actualités, on n'arrête pas finalement d'évoquer les influences étrangères qui pèsent sur le Liban, l'Iran, la Syrie. Présentez-nous les forces en présence, en quelque sorte. Oui, enfin, la spécificité du Liban, c'est le fait qu'il y a plusieurs communautés qui coexistent et que ces identités ont été construites par des petits chefs de communautés
pour faire, pour pousser, si vous voulez, leurs citoyens à les supporter. Et donc c'est une coalition de petits chefs qui mobilisent leurs troupes en leur faisant peur que la communauté, l'autre groupe va les attaquer si elles ne sont pas défendues par le chef, et qui fonctionnent de façon clientéliste, et donc avec beaucoup d'inefficacité. Il faut que ces chefs lèvent une certaine rente, il n'y a pas de pétrole après tout, et donc il faut qu'ils la prennent dans l'État, dans les marchés, pour qu'ils la distribuent de façon à mobiliser leur clientèle, pour qu'on vote pour eux, pour qu'on crée des emplois pour leurs clients, etc. Donc, ça se reflète dans un système de gouvernance très inefficace, qui fait qu'en fait, le Liban n'arrive pas à réussir économiquement. Avec un capitalisme de coquins, c'est vous qui le dites, c'est le titre de votre ouvrage, Ishaq Diwan. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on prend les chiffres bruts, les chiffres ne veulent rien dire, mais ils témoignent d'une relative bonne santé du Liban. La croissance a été très forte de 1990 à 2008, le PIB a été multiplié par 10, et on a un PIB par habitant de 20 000 $, ce qui a priori est plutôt satisfaisant, et pourtant les gens sont très en colère et très malheureux. PIB par capita, plutôt de 10 000, ou un peu moins, mais bon, quand même haut dans la région. C'est vrai, mais la capacité du Liban est beaucoup plus importante que cela. Et vraiment, le drame du pays, c'est qu'il exporte des gens plutôt que des biens et des services, alors que le Liban a tout ce qu'il faut, une population bien éduquée, créative, versée aussi bien dans les sciences que dans l'art, avec des racines profondes dans la culture de la région pour être vraiment un hub touristique, financier, écologique, de nouvelle agriculture, financière. Les possibilités sont énormes, et c'est cette différence entre le réel de corruption, de pauvreté, d'inégalité, et le potentiel que les Libanais accomplissent tous les jours dans le monde, qui rend les gens en colère. Enfin, ce qui s'est exprimé à la télé, c'est vraiment cette colère des gens contre cette réalité qui ne correspond pas du tout à leurs rêves. Et pour eux, le coupable est très clair, c'est le système, c'est la corruption du système. Et oui, corruption donc là, du système qui se traduit comment, Ishaq Diwan? Donc, il se traduit en fait de deux façons. D'un côté, la corruption de l'État, c'est-à-dire chaque chef politique, chaque chef communautaire qui essaye d'utiliser les rouages de l'État pour engager son neveu, pour bâtir une route là où on vote pour lui, pour passer des contrats avec des amis et faire des millions, pour financer la campagne électorale, etc. Donc d'un côté l'État qui est miné et qui donc ne fonctionne pas bien, qui fait des grands déficits, et d'un autre côté, vu que les moyens de l'État sont limités, c'est en fait le secteur privé qui est miné aussi. Donc, les copains qui ouvrent des boîtes, qui gagnent les contrats pour construire des routes et autres, pour importer du pétrole, etc., et qui s'établissent en monopole, qui monopolisent le crédit en particulier, et qui font que les marchés ne fonctionnent plus, il n'y a pas de la place. On a cette image du Liban où le business fleurit. En fait, ce n'est pas du tout vrai. C'est un des pays au monde où il est le plus difficile d'être compétitif. Les petites boîtes n'ont pas accès à l'infrastructure, n'ont pas accès au crédit. Elles sont combattues par des grands monopoles supportés politiquement. Et donc, cette malgouvernance s'exprime aussi bien au niveau d'un État qui fonctionne mal que d'un marché qui ne fonctionne pas. Et en fait, ces clivages ont beaucoup augmenté. Vous avez parlé de 2008, où effectivement la croissance était importante. C'est à partir vraiment de la crise syrienne que le système s'est enrayé. Il s'est enrayé vraiment parce qu'il y a eu obligation de faire entrer tous les groupes dans le gouvernement pour qu'ils ne se battent pas. Au final, ils se battaient en Syrie. Il a fallu les mettre ensemble dans une coalition d'unité nationale qui a en fait empiré la situation. Plus aucune décision n'a pu être prise par les gouvernements depuis.
Et les demandes de rente ont été de plus en plus importantes, donc minant de plus en plus ces mauvais fonctionnement. Et il faut rappeler aussi que la guerre en Syrie a provoqué un afflux de réfugiés, là aussi complètement inimaginable, ajoutant un poids à cette économie que vous décrivez comme étant inégalitaire et finalement assez fragile, Ishaq Diwan. C'est vrai qu'il y a eu le poids des réfugiés syriens, plus d'1 million. Ce qui là aussi est Beau beau incroyable, c'est 15 millions Ah oui, si 1 c'était en France. 000 000 par rapport à une population de 4 millions. Donc beaucoup de pauvres, ce qui a mis des pressions sur les salaires bas des pauvres, mais aussi des gens de classe moyenne. Il faut dire que si on regarde les études de près, euh, les réfugiés syriens n'ont pas vraiment pesé sur l'économie. Ils ont attiré beaucoup de capitaux étrangers, d'aides étrangères, etc. Ils ont surtout été utilisés comme justification par le gouvernement pour expliquer pourquoi les choses allaient mal. Alors qu'en vérité, les choses vont mal depuis 2011 parce que les gouvernements n'ont pas pu prendre aucune décision. Ils ont été complètement neutralisés. Mais justement, est-ce qu'on peut prendre une décision? Ça, c'est une spécificité libanaise. Le Hezbollah est extrêmement présent. Il y a quelque temps, la route qui menait à l'aéroport était parsemée de panneaux publicitaires, mais ces panneaux publicitaires ne vendaient pas des produits, ils vantaient le Hezbollah. Le Hezbollah n'est probablement pas le meilleur guide en matière de développement économique. Oui, le Hezbollah, pour ce qui est des affaires intérieures, prétend représenter les pauvres. Et donc bloque toute mesure qui touche aux pauvres, ce qui est bien. Mais en même temps, il fait partie d'un gouvernement où d'autres groupes sont représentés et il se neutralise. Je vous donne un exemple simple. On ne parle pas de grands problèmes, problème de la production électrique. Le Liban a une société électrique nationale électrique du Liban qui produit à peine le tiers des besoins du pays. Le reste est produit par des petits producteurs de quartier qui sont supportés par des petits chefs de quartier. Le Hezbollah ne permet pas à l'électricité du Liban d'augmenter ses prix parce que les pauvres chiites de la ville achètent l'électricité bon marché. Euh, la compagnie perd 1 milliard de dollars par an, donc minant le budget de l'État. On n'arrive pas à passer des nouveaux contrats pour augmenter la capacité électrique parce que tous les autres groupes se battent pour avoir le contrat, corruption. Et donc, on se trouve dans cette situation absolument surréaliste où les gens payent très cher leur électricité de petits producteurs et en même temps, la société d'État fait un déficit énorme qui plombe les finances de l'État. Alors, en attendant, c'est une colère qui est à la fois profonde et qui est assez joyeuse. Elle est racontée, alors elle a débuté donc comme une révolution WhatsApp, c'est ainsi qu'elle était présentée. Ensuite, on a présenté cette révolution comme une révolution de la kick queen, autrement dit, mettre à la porte la reine. La reine, c'était, je crois, la petite amie de Voilà. Saad Hariri, laquelle avait touché 15 millions de dollars. Oui, non, mais la Key Queen, c'est pas elle. La Key Queen, c'est la femme qui a boxé un milicien C'est qui... elle dont on a d'ailleurs le chant. Non, on n'a pas le chant, la régie devait normalement l'avoir, mais il ne l'a pas. Donc oui, c'est celle qui a donné un Voilà, un coup. coup de karaté à ce milicien qui essaie de faire peur aux foules en tirant en l'air, qui est devenu une héroïne, qui s'est mariée hier en pleine liesse populaire, avec des danses populaires autour d'elle, qui s'est mariée dans la manifestation d'hier. Et puis, enfin, il y a beaucoup de manifestations aujourd'hui joyeuses, vous venez de le dire d'ailleurs, avec beaucoup de DJ et beaucoup de danse. Voilà. Comment expliquer cela? Parce que d'un côté, ce qui s'exprime vraiment ces jours-ci, c'est ces doléances, c'est ce malheur économique et cette colère contre une classe politique qui a fait pourrir le pays plutôt que de le développer. On a ça d'un côté, et d'un autre côté, dès le troisième jour, on a cette liesse, parce que les gens se retrouvent, ils voient que tout le pays, en fait, a les mêmes sentiments. Et c'est une grande découverte, parce que les gens étaient bloqués dans leur communauté, acceptaient tant bien que mal ce narratif comme quoi c'est un pays de groupe qui ne peut pas être bien Hmm. gouverné, etc. Et là découvrent cette force sous-jacente
qu'on ne connaissait pas, qui est en fait que tout le monde, tous les individus représentent la même nouvelle identité. Ils sont contre ce système, ils veulent quelque chose de nouveau, et ils veulent quelque chose de créatif. Et c'est là que cette liesse, ce bonheur de se retrouver devient un bonheur créatif. Est-ce que c'est de nature à guérir les démons de ce pays? On pense évidemment à la guerre civile qui avait ensanglanté le Liban dans les années 70 et 80, Ishaq Diwan. Je crois qu'il y a de ça. Il y a cette culpabilité de la guerre civile et c'est ce besoin de la dépasser ensemble. Il y a ça. Oui, certainement. C'est en même temps une catharsis pour toutes les frustrations du passé. Je crois que c'est vraiment la nouvelle indépendance du Liban, ou la vraie indépendance, ce Bon, mais alors 17 pour que octobre. la dépendance cesse vis-à-vis du Hezbollah, vis-à-vis de la Syrie, il faudrait que ces gens-là soient mis à la porte. C'est sûr, mais c'est la première fois que ce désir national, ce changement complet de narratif, d'identité, bascule comme ça. Les choses ne peuvent plus être comme avant. Il n'y aura sans doute pas une solution demain ou dans un mois ou dans un an. Il y a des grandes forces qui sont sur place, il y a des forces géopolitiques, mais là, le narratif populaire a complètement changé. Il est diamétralement opposé à cette représentation communautaire de coalition. Et à partir de là, cela renvoie à un certain nombre de choses auxquelles on songe dans d'autres pays arabes avec le printemps arabe. Multitude de pays que vous connaissez très bien, Ishaq Diwan. On en parlera dans quelques instants vers 8h15. On va tenter une comparaison assez hardie avec ce qui est en train de se dérouler au Chili. Et vous serez rejoint par Olivier Daben, qui est un spécialiste de la région, et on verra dans quelle mesure finalement cette situation est symptomatique de la triste condition des classes moyennes dans ces différents pays, aujourd'hui aux prises avec une colère populaire. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. 8h21, alors, elles sont présentes, ces grosses têtes. Ishaq Diwan, vous êtes professeur à la chaire de socio-économie du monde arabe à Paris Sciences et Lettres. Vous avez notamment publié un ouvrage intitulé Le capitalisme de coquin au Moyen-Orient. Je l'ai traduit puisqu'il n'est pas encore traduit et il est publié aux presses universitaires d'Oxford. Et nous recevons Olivier Daben. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po, président de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous avons choisi 2 pays pour faire un éclairage sur cette colère populaire. Le Liban, nous avons parlé avec Ishaq Diwan, et le Chili, sur lequel j'aimerais votre éclairage, Olivier Daben. Et il y a peu de points communs évidemment entre le Liban et le Chili. Il y en a un toutefois, c'est que le Chili est un pays dont l'économie n'est pas une économie dans un état déplorable, et a priori la colère populaire qui est en train de s'y dérouler est plutôt inattendue. Expliquez-nous votre sentiment à ce sujet, Olivier Daben. Oui, vous avez raison, c'est effectivement pas le pire pays d'Amérique latine si on se limite à regarder les indicateurs macroéconomiques ou même certains indicateurs sociaux comme le niveau de pauvreté par exemple. Donc c'est le pays avec le PIB par habitant le plus élevé d'Amérique latine. C'est souvent une marque, le Chili. C'est la marque Chili, ça veut dire un modèle pour beaucoup de pays. C'est ce pays qu'on met toujours en avant quand il s'agit de faire des comparaisons d'Amérique latine comme étant le bon élève de la classe, etc., etc. Donc oui, tout ça est juste. Mais évidemment, derrière les indicateurs, il faut aussi creuser un petit peu plus, disons. Et c'est aussi le pays des inégalités. C'est un pays qui est profondément inégalitaire. Et il a quand même fallu une quinzaine de morts pour que le président de la République finissent par se pencher sur cette question en disant oui, effectivement, nous n'avons pas suffisamment pris en compte cette dimension-là. C'est un pays très inégalitaire. C'est un pays aussi où il y a une grande... Vous venez de parler de défiance à l'égard de la politique à propos de la France. C'est exactement ce qu'on trouve au Chili et d'ailleurs dans beaucoup de pays d'Amérique latine aujourd'hui, c'est-à-dire un manque terrible de crédibilité de la classe politique parce que justement, elle est accusée de ne pas se préoccuper de la vie quotidienne des gens. Le Chili, c'est un pays qui est très cher. L'augmentation du prix... Mais oui, parce qu'en fait, le ticket de métro, on a appris du coup qu'il était à 1 euro, même s'il n'y avait pas les 30 pesos. Et du coup, oui, c'est presque aussi cher qu'à Paris, en fait. Alors que effrayant comme prix. Le salaire minimum est à environ 700 euros.
qu'il y a à peu près 70% de la population qui vit avec moins de 700 euros par mois. Donc c'est difficile, tout est cher, l'eau est chère, tout est privatisé, tout est cher. Donc effectivement, il y a des gens qui sont en grande difficulté. Alors il y a un chiffre effectivement qui est assez édifiant au sujet du Chili, c'est le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, c'est ce qui permet de mesurer les inégalités. Il est à 0,46. Il y a très peu de pays qui sont aussi inégalitaires pour fixer l'esprit des auditeurs. Le coefficient de Gini, plus il est élevé, plus le pays est inégalitaire. En France, on doit être à 0,22, je crois. Comme ça, oui. Par conséquent, Olivier Daben, c'est le signe que ce pays recouvre d'immenses inégalités. Et encore, comme l'a montré Thomas Piketty, cette mesure, Gini, est relativement grossière. Et ce qu'on vient de regarder, c'est plutôt le top 10%, le top 1%, le top 0,1% de la population. Et alors, si on regarde ça au bien Chili, pire. Là, c'est bien pire. C'est-à-dire, il y a d'immenses fortunes, en fait, de quelques familles qui contrastent avec la grande difficulté qu'ont les gens à vivre et à payer leurs factures en fin de mois. Les gens sont très endettés. Et ça génère beaucoup de frustration. Donc c'est vrai qu'il y avait un arrière-plan qui est assez favorable à ce genre d'explosion sociale, mais qui reste quand même inédite dans l'histoire récente de ce pays. Alors il faut rappeler aux auditeurs les plus jeunes que le Chili a été un véritable laboratoire pour l'ultralibéralisme sous la dictature de Pinochet jusqu'en 1988. Donc il y a eu au Chili un afflux d'économistes issus des Chicago Boys de Milton Friedman, avec une présence personnelle de Frédéric Hayek, donc un économiste ultralibéral qui a fait du Chili le laboratoire de la privatisation générale. Oui, c'est exactement ça. Et depuis 30 ans maintenant que le Chili vit en démocratie, aucun chef d'État, aucune présidente gauche-droite n'a véritablement remis en question ce modèle néolibéral. Et ce qu'on entend dans la rue ces jours-ci à Santiago, en dehors des revendications qui portent sur des choses très précises, c'est un rejet de ce système-là. C'est une volonté finalement de changer cette orientation extrêmement néolibérale qui rend la vie compliquée. Et c'est vrai que personne ne s'y attaquait, même aucun des présidents depuis 30 ans. Donc il y a un rejet de toute cette classe politique qui finalement n'a pas osé revenir en arrière et faire les réformes fondamentales qui s'imposaient certainement pour, si vous voulez, apporter un petit peu plus de justice redistributive, de justice sociale dans ce modèle économique. La répression a été terrible. S'agit-il d'un héritage de la dictature? Il y a presque 20 morts aujourd'hui. Comment l'expliquer, Olivier Daben? Non, je pense qu'il faut pas exagérer. Évidemment, c'est un petit peu un réflexe de se rappeler de ce régime répressif des années Pinochet, 3500 morts, évidemment. Mais non, je pense que là, il y a eu beaucoup. Il faudra regarder exactement chacun de ces actes de violence ou de ces morts, comment ils sont intervenus, parce qu'il y a aussi beaucoup de bâtiments qui ont été incendiés, des gens qui se sont retrouvés coincés. Il y a aussi évidemment des tirs par balles, de balles caoutchouc qui ont blessé, voire tué. Donc oui, bien sûr. On connaît ça dans d'autres pays, je crois. Oui, on connaît ça dans beaucoup de pays. Et bon, c'est évidemment regrettable. Et on aimerait toujours que les manifestations de rue puissent se passer dans la plus stricte... de façon pacifique, mais il y a quand même un certain nombre de secteurs, enfin c'est un scénario qu'on a vu en France ou ailleurs dans le monde, où il y a des revendications, il y a des gens qui sont dans la rue pour des revendications précises, et puis les cortèges sont noyautés par des gens qui viennent cagouler et qui s'adonnent à de l'ultra-violence, qui cassent, qui incendient. Et donc là, évidemment, le gouvernement est un petit peu démuni et c'est très très difficile. On sait bien ici en Europe et ailleurs dans le monde à quel point c'est très difficile de contrôler cette situation, de maintenir l'ordre tout en permettant l'expression démocratique d'idées dans la rue. Alors le discours officiel consiste à dire que le taux de pauvreté est moindre au Chili. C'est-à-dire, par exemple, il est d'environ 9%, un peu moins. Au Brésil, il est de 26%. Autrement dit que les inégalités, c'est une chose, mais que la pauvreté, elle, a été contenue. C'est vrai, c'est faux, Olivier Daben? Oui, non, c'est vrai. La démocratie a trouvé en héritage un taux de pauvreté assez élevé au moment du départ de la dictature. Et c'est une des réussites du modèle chilien que d'être parvenu, grâce à des politiques sociales ciblées, redistributives, à faire baisser considérablement le niveau de pauvreté, mais pas d'inégalité. C'est un petit peu ça le dilemme. Parce que finalement, ce qui est insupportable pour les gens, c'est de voir ce top 1% qui vit dans l'opulence, alors que la majorité a des difficultés. Ishaq Diwan, là pour le coup, c'est un point commun avec le Liban, de très importantes inégalités.
Oui, c'est vrai, vous avez parlé de Gini au Liban et de 45%, donc une égalité plus ou moins égale à celle du Chili, avec des raisons qui sont sans doute différentes. Au Liban, c'est la corruption, le chronisme, mais peut-être la raison qui est un peu similaire, c'est la liberté du capital. Le fait que le capital est rémunéré pour compenser les risques, et s'il n'est pas payé, il s'en va. Et c'est un phénomène qui génère de l'inégalité. L'autre ressemblance, c'est l'inégalité 1%, 10%, les grosses fortunes. Les grosses fortunes au Voilà. Liban. Chez nous, le chronisme, la corruption. Là-bas, sans doute, au Chili, beaucoup plus les nouvelles technologies, les télécoms, etc. Un peu comme aux États-Unis en particulier. Et dans les deux cas, au Chili comme au Liban, ces grosses fortunes qui corrompent la démocratie, qui l'achètent et qui en font un système beaucoup moins crédible, qui ne satisfait plus sans doute le peuple. Olivier Daben, que peut faire aujourd'hui Sébastien Pinera? Il s'est excusé, il a demandé pardon, ce qui signifie que malgré tout, il y a une prise de conscience, en tout cas rhétorique. Maintenant, qu'est-il possible de faire? Oui, il est allé au-delà du simple pardon en lançant un paquet de réformes qui quand même porte sur plus d'un milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars. Donc c'est quand même un effort inédit et substantiel pour relever le niveau des pensions. Les retraites sont très basses dans ce pays. Pour amener tout un tas d'améliorations en termes de pouvoir d'achat, je dirais. Donc il a été très attentif dans le paquet de réformes qu'il a lancé à l'amélioration de la vie quotidienne des classes moyennes basses dans le pays. Et il y a des mesures qui sont en train d'être discutées, qui sont aussi certaines symboliques, comme par exemple abaisser le niveau de rémunération des députés pour essayer d'améliorer l'image de la politique qui est très négative. Exactement la même mesure au Liban. Exactement. Quelles ont été les mesures décidées au Liban? Ça, c'est une mesure symbolique. Oui, divisé par 2 le salaire. Voilà, divisé par 2 le salaire des ministres et des députés, ce qui donne rien au plan budgétaire, mais qui est un signal très fort, bien que les ministres chez nous font beaucoup plus d'argent de côté que par rapport à leur salaire. Oui, parce qu'en fait, il faut rappeler que le Premier ministre ne vit pas grâce à son salaire, je crois. Oui, mais pas que lui. Je dirais tous les ministres ne vivent pas grâce à leur salaire, malheureusement. Oui, tout l'enjeu maintenant au Chili, c'est effectivement de voir si ces mesures qui ont été décidées seront suffisantes pour faire baisser la tension dans la rue, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un scénario à l'accord de Grenelle en France en 68, c'est-à-dire on arrache des concessions au gouvernement, mais ça ne suffit pas, les gens continuent à manifester parce qu'il y a autre chose, ça va au-delà, et là on a des forces qui sont anti-système, et donc là des demandes qui sont très difficiles à satisfaire. Par exemple? À partir du moment où on formule des demandes en termes de système, en termes d'anticapitalisme, de certains secteurs qui sont radicalisés et qui sont dans la rue ne vont pas être intéressés par des mesures qui concernent les retraites, par exemple, parce que ce sont des gens qui sont très jeunes, qui sont dans la rue. Le facteur jeunesse, d'ailleurs, est très intéressant à regarder, parce qu'il y a quand même aujourd'hui une globalisation d'un engagement juvénile, voire adolescent, dans pas mal de pays d'Amérique latine et du monde, je crois. Qui est intéressant à regarder, mais du coup c'est pas très facile de dialoguer avec ces gens et d'arriver à comprendre exactement ce qu'ils veulent, parce que c'est un ras-le-bol général concernant le système, concernant 30 ans au Chili d'incapacité à remettre en cause le modèle ultra-néolibéral qui était celui des années de la dictature. Et donc là, ça va être compliqué de négocier et de faire en sorte qu'on canalise ce mécontentement, en quelque sorte. Question difficile, Olivier Daben. Est-ce que vous êtes capable, dans ces conditions, de nous dire si ces personnes qui refusent le système, qui aimeraient rompre avec le capitalisme, pour quel système, je n'en sais rien, sont-elles aujourd'hui numériquement importantes, ou bien sont-elles la minorité la plus visible et peut-être aussi la plus violente? Non, moi je ne pense pas qu'il soit numériquement important. Évidemment, ça c'est une question à laquelle il est bien difficile de répondre. Les enquêtes, les sciences sociales chiliennes sont très développées, d'excellente qualité, donc les chercheurs feront leur travail sur place et nous expliqueront exactement ce qu'il en est. Mais l'expérience que j'ai de ce pays m'indique que non, je pense que c'est des secteurs qui sont ultra minoritaires, mais qui sont ultra violents, et donc difficiles à maîtriser. Mais qui reste, je dirais, en marge du système politique. Juste un mot à ce sujet, parce que la jeunesse au Chili est écœurée par la politique partisane, par la démocratie représentative. Ils ne votent pas, et les taux d'abstention sont considérables. Sébastien Pinera a été élu avec un taux de participation qui était inférieur à 45%. Et la plupart des abstentionnistes sont des jeunes
ils ne croient pas dans la politique partisane, dans la politique représentative, et donc ils sont attirés par l'action directe. Hein. Mais ça reste quand même, pour ceux qui sont les encapuchados, hein, ceux qui s'habillent en noir, capuche sur la tête, etc., reste ultra minoritaire dans le pays, à mon avis. Ishaq Diwan, le désarroi vis-à-vis de la politique au Liban, Oui. il est, je crois, comparable à ce que vient d'évoquer Olivier Daben. Oui, certainement, mais il va au-delà des jeunes. Je crois que les jeunes et leurs parents ont le même désarroi. Il est plus exprimé par les jeunes qui sont plus dans la rue, surtout la nuit, etc. Mais je crois qu'au Liban et un peu dans le reste du monde arabe, il y a encore le fantasme d'une démocratie qui peut fonctionner mieux qu'une dictature ou qu'un système communautaire qui fonctionne mal. Donc il y a encore cette jeunesse, cette innocence, je crois, par rapport aux rêves démocratiques. Alors qu'au Chili, comme vous le dites, on a l'expérience d'une démocratie qui fonctionne mal et on a l'impression qu'il faut la dépasser par une autre économie. Maintenant, ce que ces deux pays recouvrent, c'est une situation donc de colère sociale, mais aussi dans les deux régions respectives, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, on voit que ces formes de colère, elles sont ou bien en germe ou bien déjà exprimées. Si on prend l'Amérique latine, Olivier Daben, on voit que cette colère, elle est présente en Bolivie, en Équateur. Est-ce qu'il serait possible de tirer des généralités de ces mouvements qui ont bien entendu chacun leur particularité? Alors moi, je mettrais le cas de la Bolivie un peu à part parce qu'il s'agit d'une crise électorale. En fait, donc, il s'agit d'une élection et probablement une tentative de fraude, donc un schéma assez classique d'un président qui n'envisage pas la défaite, ce qui n'est pas forcément très démocratique, évidemment, sans doute. Ailleurs, oui, ailleurs, l'Équateur, on a eu aussi le cas du Mexique l'année dernière, du Brésil l'année d'avant, à chaque fois des émeutes occasionnées par des réformes très précises concernant le prix du carburant, par exemple en Équateur. C'était déjà le cas au Mexique aussi. Le ticket de métro, c'était le cas en 2016 au Brésil, là ça en parle en particulier. Donc là, à chaque fois, effectivement, il y a une séquence qui part d'une mesure gouvernementale, d'une augmentation de taxes. De taxes, oui, de tarifs, parce que ce sont des mesures qui ont un caractère régressif. C'est-à-dire, il n'y a pas ici, tout le monde paye. Et donc, pour les pauvres, c'est insupportable. Les riches ne s'en rendent même pas compte. Mais du coup, ce caractère régressif, cette absence de justice sociale, de justice redistributive, qui met le feu aux poudres. Mais alors, pourquoi l'utilisation de ces taxes? Est-ce que, par exemple, le système d'impôt est très largement favorable aux plus riches? Absolument. Absolument. En général, en Amérique latine, disons que la répartition des richesses est pire après impôt qu'avant impôt. Donc l'impôt ne joue pas ce rôle. L'impôt sur le revenu ne joue pas ce rôle de redistribution. Il joue dans nos sociétés européennes où là, il y a des correctifs aux inégalités après impôt. Donc ça ne marche pas. Après, la situation économique en Amérique latine aujourd'hui, c'est un ralentissement de la croissance, c'est des mesures de lutte contre les déficits publics un petit peu partout, même dans les pays qui vont plutôt bien. Et donc, ça passe en général par des mesures d'augmentation de tarifs, mais qui sont injustes, parce qu'elles ont ce caractère régressif. Je vais poser une question d'une grande candeur. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas faire des mesures de redistribution? Pourquoi ne pas remplacer ces taxes par de l'impôt? Alors, dans les mesures annoncées par Sebastián Piñera au Chili, il y a une augmentation substantielle des impôts des plus riches. Là, je crois que la dernière tranche des impôts va passer quelque chose comme de 35 à 40%. Ça, c'est un vrai effort pour un pays comme le Chili. Mais ça reste très inférieur au taux d'imposition européen. Ah, absolument. On continue à payer pas beaucoup d'impôts en Amérique latine en général, au Chili en particulier. Mais si vous voulez, c'est quand même un progrès qu'il faut souligner. Ishaq Diwan, on a affaire au même colère populaire sporadique au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de pays, le Liban est aujourd'hui le pays le plus visible, mais on peut évoquer avec vous d'autres colères qui sont ou bien en germe ou bien déjà très largement exprimées. Oui, c'est vrai, les cas algériens, soudanais et puis irakiens récemment sont très similaires en fait aux cas libanais. Il y a des similarités dans les mouvements sociaux, des révoltes spontanées, sans chef, une liesse populaire de se redécouvrir. Mais dans tous ces cas, vraiment, le point de ressemblance le plus important, c'est que l'économie se porte très mal. Le chronisme, la corruption règne, et donc les gens demandent un changement de système. Le copinage. Le copinage, exactement. Donc des régimes dictatoriaux,
ailleurs qu'au Liban, qui ont peur de l'émergence de mouvements politiques et qui veulent dominer directement le secteur privé pour que des forces un peu plus autonomes n'y émergent pas. Ils placent donc leurs amis un peu partout pour bloquer l'émergence des autres. Et ça donne une économie de marché qui fonctionne très mal. Au Soudan et en Algérie, c'est vraiment la perte des revenus pétroliers qui a été le choc qui a déclenché parce qu'il a révélé la fragilité des autres propulseurs économiques qui n'existent pas. Au Liban, en fait, quand vous faites attention, ce qui a fait mal, c'est la baisse des transferts de capitaux de l'étranger, qui sont aussi liés à la baisse... Pourquoi? Quel lien? Les Libanais qui travaillent à l'étranger, en Arabie Saoudite, qui ont perdu leur emploi parce qu'ils travaillent pour Hariri ou pour d'autres dans la construction d'infrastructures, les Saoudiens et les autres pays arabes pétroliers, où le revenu pétrolier a baissé de moitié. Énorme choc depuis 2015, ne construisent plus. Et donc, il y a moins de travail, moins de remise de capitaux. Et donc, il y a d'autres similarités aussi. C'est la disparition de la peur. On n'a plus peur de Daesh, de ISIS. On n'a plus peur... Les réseaux sociaux jouent un rôle important. Là. Voilà, on n'a plus peur des islamistes et de la guerre civile en Algérie. Et donc, cette frustration se retrouve beaucoup plus vite dans la rue. Sur les réseaux sociaux, Olivier Daben, parce qu'on a vu le rôle qu'ils ont joué à double titre au Liban, puisque ça a débuté par une taxe sur WhatsApp, et puis, bien entendu, la mobilisation, elle s'est déroulée via les réseaux sociaux. En Amérique latine, qu'en est-il? Oui, pareil. Je pense que les réseaux sociaux sont un puissant accélérateur de mobilisation, parce que toutes ces images qui circulent... où on voit des milliers de gens dans la rue, très jeunes souvent, évidemment, il y a une émulation, il y a des imitations, il y a de la contagion un petit peu partout dans le continent. Indiscutablement, je pense que c'est comme ça qu'il faut expliquer qu'il y a cette simultanéité entre plusieurs mobilisations. Donc c'est hors de toute forme politique, parce qu'on a évoqué plusieurs pays en Amérique latine, c'est hors de toute forme politique traditionnelle, Olivier Daben? Complètement. Il ne faut pas être complètement naïf non plus en évoquant une spontanéité. Il n'y a jamais de spontanéité totale. Les gens ne se mobilisent pas. Ils sont mobilisés en général. Donc ce n'est pas des milliers de gens qui vont descendre comme ça dans la rue sur un simple appel sur Facebook ou quoi que ce soit. Il y a quand même des réseaux organisés. Et on ne peut pas, par exemple, douter que dans le cas chilien, il y ait une organisation, parce qu'attaquer simultanément toutes les stations de métro de la capitale requiert une certaine logistique, une certaine organisation. On ne peut pas le nier, mais pour le reste, oui, c'est ce qui fait que ces mouvements sont difficiles à contrôler. CF, les Gilets jaunes en France, parce que justement... Il parle des Gilets jaunes? C'est une référence en Amérique latine. Moi, j'ai fait cette année, pas mal voyagé en Amérique latine, on m'a beaucoup demandé de conférences sur les Gilets jaunes, parce qu'il y a une très très grande curiosité. Et oui, c'est une source d'inspiration, justement, je pense, pour le caractère détaché des partis politiques traditionnels, voire même des syndicats ou toute organisation. C'est véritablement une référence, je pense. Ishaq Diwan. On dit que ces mouvements n'ont plus besoin de chefs, ou n'ont pas de chef au Moyen-Orient, parce qu'on a peur que le chef soit emprisonné. Mais en fait, il y a autre chose aussi, c'est que ces mouvements n'ont plus besoin de chef. Le chef, c'est en fait le message qui devient viral. C'est lui, en fait, qui émane un peu du peuple, qui donne la direction. Et je crois que dans ce sens, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Je voudrais quand même rappeler que toutes ces expériences au Moyen-Orient n'ont pas abouti. Que ce soit le Soudan, que ce soit l'Algérie, le Liban, l'Irak, c'est des mouvements en pleine dynamique. Et en fait, il se dégage deux stratégies dans ces mouvements. Une stratégie, c'est le peuple qui dit non, je refuse, jusqu'à ce que j'ai un système de gouvernance qui satisfait mes minimums. C'est un peu le cas algérien. Et l'autre cas, c'est le cas soudanais, où le peuple s'organise, en fait, les forces démocratiques s'organisent et font un deal avec l'ennemi, avec l'armée au Soudan. Et c'est un peu les deux modèles qui sont testés. Et bon, le Liban n'a pas encore choisi ce modèle. Dans la rue, on a vu des gens qui veulent l'armée, qui veulent un gouvernement de technocrates. Il y en a d'autres qui veulent des élections plus représentatives. Donc, à voir. Et à voir aussi si ces mouvements vont s'arrêter à ces 4 pays ou déverser vers d'autres pays et devenir une vague aussi importante, sinon plus, que celle de la première vague des printemps arabes de 2011. Un printemps, plutôt un automne latino-américain. Est-ce que c'est envisageable, Olivier Daben? Il y a un environnement qui est favorable aux mobilisations un petit peu partout pour des raisons essentiellement économiques et sociales que j'évoquais il y a un instant.
Pour le reste, l'explosion sociale, par définition, elle est imprévisible. Hein. Non, parce que, par exemple, ce qui se passe, effectivement, en Bolivie est lié à des conditions électorales, mais témoigne aussi d'un malaise diffus dans le pays. Oui, mais la remarque que vous faisiez au début sur la bonne santé économique du Chili s'applique encore plus à la Bolivie. C'est-à-dire la Bolivie, c'est un pays qui va plutôt bien, qui a effectivement baissé ses niveaux de pauvreté de façon spectaculaire. Evo Morales a été un excellent président, probablement un des meilleurs présidents de l'époque contemporaine en Amérique latine, mais il a juste un défaut, c'est qu'il est peut-être excessivement ambitieux. Et quand vous voulez construire un État post-colonial, vous ne pouvez pas le faire en 2 ou 3 ans. Donc il vous faut du temps pour décoloniser et pour reconstruire un pays, et donc il ne peut pas se satisfaire des limites d'un mandat. Donc en fait, il n'envisage pas la défaite. Et alors là, on rentre dans un autre schéma qui est tout un tas de sortes de fraudes multiples pour essayer de continuer à rester au pouvoir. Mais d'un point de vue économique et social, la Bolivie va bien. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur ces 2 régions, à la fois dissemblables et malgré tout possédant des points communs par rapport aux mobilisations en cours. Olivier Daben et Ishak Diwan, je vous présente mes camarades qui viennent prolonger cette émission: Aurélien Bélanger, Hervé Gardette et Mathilde Serrel. Bonjour à tous les 3. Hervé Gardette, de quoi parle-t-on aujourd'hui? La jeunesse n'existe pas, je l'ai rencontrée. Mathilde Serrel. Bonjour Guillaume, de Joker à Au nom de la Terre, le box-office français révèle lui aussi un malaise. Et enfin, Aurélien Bélanger. J'ai passé mon week-end à jouer avec un chien qui s'appelait Netflix.